Un dernier mot là-dessus. Pourquoi Éric Zemmour a de beaux jours devant lui, précisément en raison de cette cécité militante du pouvoir qui refuse de voir le réel, qui refuse de voir ce que tout le monde voit en réalité. C'est-à-dire qu'au-delà de cette attaque tragique, puisque ce n'est pas la première, hein, régulièrement on a ce genre d'image qui vient sur nos télés, notre pays est soumis à un triple assaut systémique. Il y a d'abord les attaques contre nos policiers et nos gendarmes, comme celle-ci, mais qui n'est pas unique. Il y a ensuite l'attaque des Français tous les jours, des coups de couteau, des agressions physiques, des agressions verbales. On les compte plus. Voilà. Et il y a évidemment le summum de des attaques contre notre pays, que sont les attaques terroristes. En réalité, nous avons des enclaves étrangères, comme la Seine-Saint-Denis, où les policiers ne sont pas simplement des représentants des forces de l'ordre, ils sont perçus comme les derniers représentants de la France dans ces territoires. Bon. Et donc, en fait, quand vous nous dites que c'est nos compatriotes, ils sont à minima cons et certainement pas patriotes. Tatiana, rapidement, parce que je voulais qu'on évoque le Covid quand même. C'est pour ces raisons-là, justement, je pense que ces scores ont été ceux-là à la présidentielle, parce qu'on ne peut pas fracturer ainsi le pays et considérer qu'il y a des enclaves où il n'y a plus de Français qui habitent. Pardon, d'abord, qui les a tabassés, on ne sait pas. Vous avez vu leur tête, vous faites un délit gueule, vous avez eu leur nom, c'est au prénom que vous décidez qui est bien ou pas. Je vous billet que c'est ni des Scandinaves, ni des Américains, si vous voulez. C'est pas la question. Là, vous allez trop loin, là. Donc sincèrement, c'est des gens issus de l'immigration, la Seine-Saint-Denis. Si on peut revenir juste sur le débat. Est-ce que vous pouvez laisser finir Tatiana rapidement? Non, mais si c'est pour nous dire que c'est les supporters britanniques, c'est pas la peine. Non, mais c'est pas ça du tout que je dis. Français, vous avez appris quelque chose ce soir? Non, c'est un discours qui exprime un néant. C'est un discours qui aurait pu être prononcé 1 heure après le second tour des législatives. Moi, j'ai rien trouvé si vous voulez, j'ai pas trouvé de biscuit. Pour nourrir le débat démocratique, à part dire qu'il va falloir qu'on travaille ensemble et qu'on trouve... Aucune décision annoncée. Aucune décision. Et pour cause, je pense que Emmanuel Macron semble se comporter avec l'Assemblée nationale comme une sorte de manager qui veut en fait relancer son conseil d'administration. Ce qu'au demeurant, l'Assemblée nationale a été pour lui pendant 5 années, puisque l'Assemblée nationale, normalement, en tout cas l'élection législative, c'est une élection de territoire. C'est une élection des sols français. Or, lui est un président hors sol. Et donc, l'Assemblée nationale, après la première législature de 2017, après la première élection législative, les députés ont été les porte-parole du président sur les territoires, alors que normalement, c'est un phénomène inverse. C'est-à-dire que normalement, les députés doivent être des capteurs pour le président de la République, en tout cas sa majorité de députés doivent être un capteur des territoires vers le président. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron ne connaît pas le terrain. Parce que ce jeu ascendant, c'est-à-dire des territoires vers le président, n'a pas été joué, c'est le contraire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une grande partie des députés n'a pas été réélue, des députés En Marche n'a pas été réélue. Donc vous voyez, Emmanuel Macron gère l'Assemblée nationale et gère en quelque sorte le pays, d'ailleurs il ne s'en était pas caché, comme une start-up. Et comme une compagnie, il est beaucoup dans l'économie davantage que dans la politique. Or là, il se trouve face à une assemblée qui est éminemment politique. Bon, il a quand même reconnu certaines choses, que le pays est fracturé, il n'ignore pas l'abstention, il souhaite travailler collectivement avec les autres partis. Oui, d'accord, il y a des choses qui sont dites, tout de même, ce sont peut-être des portes ouvertes. Est-ce que vous avez le sentiment que Emmanuel Macron, ce soir, a tiré les conséquences de ce qui s'est passé dimanche? Non, en fait, ce qu'on a découvert ce soir... Et réaction peut-être à ce que dit Jean-Luc Mélenchon aussi. Ce qu'on a découvert ce soir, pour le cas où on ne le savait pas, c'est qu'Emmanuel Macron a des oreilles et qu'il n'est pas malentendant. Donc il nous a dit qu'il avait entendu les Français. Bon, ce qui est un scoop. Mais les Français, ils n'ont pas besoin d'être entendus. En fait, les Français attendent de l'action. Parce que si les Français avaient besoin d'être entendus, ils iraient voir un psy. Là, en l'occurrence, on parle d'un président de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve l'attitude qui consiste à renvoyer sur l'opposition la responsabilité de rendre la France en quelque sorte gouvernable est assez culottée. Lui qui n'a cessé pendant 5 ans de démoniser l'opposition, presque de la criminaliser. Parce qu'il y a des textes importants à venir, Jean Messia, et que c'est important peut-être que du moins dans les premiers mois, cette Assemblée vive dans une forme d'apaisement pour faire passer des textes urgents pour les Français. Non, mais attendez, certes, mais le problème c'est que quand vous passez, si vous voulez, 5 ans à insulter l'opposition, encore une fois, ce matin, Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, disait que le Rassemblement national et la NUPES étaient en dehors
de l'arc républicain. Donc en gros, c'était des partis non républicains ou anti-républicains. Donc dans ce cas-là, il est en train de dire tout simplement que l'Assemblée nationale n'est pas républicaine. Ministre des Relations avec le Parlement. En plus, si vous voulez, c'est quand même fort de café. Enfin, moi, si j'ai envie de travailler avec vous, Julien, ce sera plus facile si je viens pas de passer 6 mois ou 1 an ou 5 ans à vous insulter. Vous comprenez ? Donc là, c'est exactement la même chose. Donc là, il va falloir que lui apprenne à travailler. C'est comme s'allier avec Marine Le Pen après l'avoir insulté pendant toute une campagne. Il faut qu'il apprenne à travailler avec les oppositions en considérant que cette opposition est élue et donc qu'elle est légitime et donc qu'elle est républicaine. Il est dans l'impasse, Jean Messia, le chef de l'État. En tout cas, il devra apprendre à faire de la politique. Parce que pour l'instant, ça n'a pas été... Il connaît un peu, hein. Ah bah non. Il a quand même été élu président à 39 ans. Oui, peut-être, mais c'est qu'il a un peu de talent, peut-être. Non, mais d'accord. Enfin, il a été élu sans véritablement faire campagne, parce qu'à l'époque, en 2017, on nous a expliqué que c'est le nouveau monde et que, effectivement, tous les médias, tout le système des partis qui ont gouverné la France... C'est sûr que le président jeune dynamique est définitivement écorné depuis quelques jours. Voilà, donc il y a eu un mouvement. D'ailleurs, il l'a enjambé de nouveau à l'élection présidentielle cette fois-ci, parce que bon, il a pas véritablement... Non, mais même présidentielle. Donc, si vous voulez, il connaît pas la politique. C'est pas comme un François Hollande ou un Nicolas Sarkozy ou un Jacques Chirac qui avait un rapport vernaculaire avec la France, un rapport, je dirais, charnel, voilà, enraciné dans des territoires, etc. C'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a été certes dans la grande banque, dans la grande finance, il a un rapport à la France qui n'est pas le même que ses prédécesseurs. Donc du coup, là, l'Assemblée nationale, le fait que ça soit plus un cheptel de députés comme ça a été le cas en 2017 acquis à la majorité et que maintenant la politique fait son grand retour au sein de l'hémicycle, eh bien Emmanuel Macron va faire comme tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire apprendre à gouverner avec une opposition qui s'oppose. Et pardon, l'opposition, il ne faut pas attendre de l'opposition, même en étant responsable, qu'elle soit macroniste. Et donc effectivement, il va y avoir du texte par texte. Du texte par texte, sachant que, et là je rejoins ce que disait M. Ferjou il y a un instant, c'est que la France n'a pas cette culture du consensus ou du compromis comme il en existe en Allemagne, et n'est pas non plus un régime totalement parlementaire comme l'Italie. Voilà. Est-ce qu'elle aurait dû sauter ce soir, Elisabeth Borne ? Non, justement, je suis d'accord avec l'idée que, si j'étais Emmanuel Macron, j'aurais fait comme lui, c'est-à-dire j'aurais refusé la démission d'Elisabeth Borne, parce que c'est en fait son premier bras de fer avec le Parlement, parce que qu'est-ce que le Parlement va faire en fait ? Imaginons qu'il la maintienne. Le Parlement va pas voter la motion de censure. Et elle doit se soumettre au vote de confiance le 5 juillet ? Il ne va pas risquer une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc en fait, le Parlement ne pourra rien faire. Personne n'a intérêt à la dissolution de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron n'a pas intérêt à la dissolution parce que le risque, c'est qu'il voit multiplier par 1,5 au moins ou 2 les députés RN. Oui, mais la chance qu'il pourrait avoir, c'est de se dire, tiens, les oppositions sont épuisées par une campagne éreintante. Nous avons encore des forces vives, de la fraîcheur, on peut remettre une belle campagne et peut-être récupérer ce que nous n'avons pas eu dans la législative, non ? Le RN et la NUPES, surtout le RN, ne veut pas non plus d'une dissolution parce qu'avec le score historique qu'il a fait en casant 89 députés, il ne va pas pouvoir prendre le risque d'en faire moins. Et donc en fait, le statu quo arrange tout le monde en fait. Non mais surtout... Commentaire Jean Messia sur votre ancienne patronne, j'ai envie de dire Marine Le Pen. Elle a fini sa normalisation, elle devient partie prenante du système. C'est une vraie performance, d'ailleurs, qui l'a surpris elle-même. 89 députés du Rassemblement national. Vous avez surpris vous-même ? Ah bah moi j'ai été surpris. Vous ne regrettez pas d'être parti du coup ? J'allais le dire. Ah non, pas du tout, non, parce que... Vous m'enlevez les mots de la bouche. Vous savez, j'ai fait... C'était trop tentant. C'est vrai. Non, je regrette pas du tout. Je suis très bien dans les médias, c'est un métier que j'adore. Voilà, j'ai aucun regret ni pour le Rassemblement national, ni pour Reconquête d'ailleurs. C'est Pascal Praud qui évoquait tout à l'heure, et à juste titre, qui avait une pensée pour... Et je me suis dit, il a tout à fait raison, qu'il y a une pensée pour les RN qui sont partis avant la présidentielle chez Reconquête. C'est ce qui s'appelle avoir du flair politique, cher Jean Messia. Bah, écoutez, moi, effectivement, il faut leur poser la question. Moi, en ce qui me concerne, j'ai quitté le RN... Oui, pour d'autres raisons, mais plus d'un an avant l'arrivée de Reconquête. Je ne vise pas forcément vous, je parle de Jérôme Rivière et j'en passe d'autres, Nicolas Bay, j'en oublie Marion Maréchal. Après, attendez, Guillaume Pelletier. Après, si vous voulez... Il n'était pas au RN. Il était LR. Et dans une autre vie, attendez, après, on peut faire crédit, si vous voulez, aux gens de ne pas forcément chercher la politique politicienne et de rejoindre des partis sur des convictions. Exactement. Ça existe encore. Je veux dire, voilà, il y a effectivement
Vous en fumez un petit peu là. Pas du tout, non, pas du tout. Je pense que la base militante du RN... C'est juste que ces gens-là ont cru qu'Éric Zemmour est la base militante du RN et nombre de ces élus sont encore sur une ligne très identitaire qu'ils estiment à tort ou à raison que Marine Le Pen n'incarne plus, puisqu'en faisant campagne, par exemple, exclusivement sur le pouvoir d'achat et sur des problématiques sociales, et en ayant complètement occulté la problématique identitaire, sécuritaire, etc., il y a des gens qui ne se sont plus reconnus dans ce discours. Commentaire, Jean Messia, sur votre ancienne patronne, j'ai envie de dire, Marine Le Pen. Elle a fini sa normalisation, elle devient partie prenante du système. C'est une vraie performance, d'ailleurs, qui l'a surpris elle-même. 89 députés du Rassemblement national. Vous avez surpris vous-même? Ah bah moi j'ai été surpris. Vous ne regrettez pas d'être parti du coup? J'allais le dire. Ah non, pas du tout, non, parce que... Vous m'enlevez les mots de la bouche. Vous savez, j'ai fait... C'était trop tentant. C'est vrai. Non, je regrette pas du tout. Je suis très bien dans les médias, c'est un métier que j'adore. Voilà, j'ai aucun regret ni pour le Rassemblement national, ni pour Reconquête d'ailleurs. C'est Pascal Praud qui évoquait tout à l'heure, et à juste titre, qui avait une pensée pour... Et je me suis dit, il a tout à fait raison, qu'il y a une pensée pour les RN qui sont partis avant la présidentielle chez Reconquête. C'est ce qui s'appelle avoir du flair politique, cher Jean Messia. Bah, écoutez, moi, effectivement, il faut leur poser la question. Moi, en ce qui me concerne, j'ai quitté le RN... Oui, pour d'autres raisons, mais plus d'un an avant l'arrivée de Reconquête. Je ne vise pas forcément vous, je parle de Jérôme Rivière et j'en passe d'autres, Nicolas Bay, Jean-Luc Marion Maréchal. Après, attendez, Guillaume Pelletier. Après, si vous voulez... Il n'était pas au RN. Il était LR. Et dans une autre vie, attendez, après, on peut faire crédit, si vous voulez, aux gens de ne pas forcément chercher la politique politicienne et de rejoindre des partis sur des convictions. Exactement. Ça existe encore. Je veux dire, voilà, il y a effectivement une... vous en fumez un petit peu là. Pas du tout, non, pas du tout. Je pense que la base militante du RN... C'est juste que ces gens-là ont cru qu'Éric Zemmour est la base militante du RN et nombre de ces élus sont encore sur une ligne très identitaire qu'ils estiment à tort ou à raison que Marine Le Pen n'incarne plus, puisqu'en faisant campagne, par exemple, exclusivement sur le pouvoir d'achat et sur des problématiques sociales, et en ayant complètement occulté la problématique identitaire, sécuritaire, etc., il y a des gens qui ne se sont plus reconnus dans ce discours. Et donc, ils ont rejoint Éric Zemmour précisément parce que, à la fois l'identité et la sécurité et l'immigration et l'islamisation de la France accessoirement, c'était ses chevaux de bataille. Il a encore un rôle à jouer dans la politique française, votre ami Éric Zemmour, Jean Messia? Écoutez, il est rentré dans la politique active il y a 6 mois ou 7 mois. Donc, il a quand même fait 2 millions de voix, un peu plus de 2 millions de voix à l'élection présidentielle. Je me souviens que le Rassemblement national, ex-Front National, 7%. Quand il est arrivé en politique au tout début des années 70, il avait fait, je crois, 0,2 ou 0,3% à l'élection présidentielle de 74 et il n'avait eu aucun député pendant des années. Mais donc, concrètement, comment il va continuer à exister politiquement, concrètement sur quelles échéances? Ça se fait très bien, vous savez, le Rassemblement national est un parti qui sait comment on survit sans aucun représentant. On parle de Reconquête. Voilà, non mais je veux dire, c'est pas le premier parti, le Reconquête n'est pas le premier parti à vivre sans élus. Il a une base militante qui est incroyable, il a plus de 100 000 adhérents, il a des donateurs. 140 000, je crois. Il a des donateurs, donc voilà. Et ce soir, voilà, on a eu quand même le discours de quelqu'un, enfin, il a été assez équilibré. Pas de pique inutile contre le RN. Il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Voilà. Et ça lui a valu une place de député, donc autant arrêter les invectives. Non, parce que vous savez, en politique, on dit souvent qu'en politique, on n'est jamais mort. Je ne vois pas pourquoi Éric Zemmour ferait une exception, sauf à croire qu'Éric Zemmour n'est pas un politique. En tout cas, là, c'est un peu l'heure de vérité, c'est-à-dire que si c'est un vrai animal politique, eh bien, il arrivera à rebondir comme tant d'autres avant lui, à commencer par les Le Pen, voilà. Alors, donc c'était les législatives. Excusez-moi, parce que pour répondre à votre question... Reconquête 1 million législative et 2,6 millions pour Éric Zemmour à la présidentielle. Pour répondre à votre question, effectivement, la question de l'identité, de l'immigration, de la sécurité, ce sont des questions capitale. Mais ça fait pas un programme politique. Mais il n'avait pas que ça. Vous avez lu son programme pour la présidentielle? Il avait un programme. Mais il n'a parlé que de ça. Voilà, donc en fait, il y a une réalité qui continue à progresser. Pourquoi il aurait plus raison demain qu'aujourd'hui? Parce que l'islamisation de la France ne va pas s'arrêter, l'insécurité et son explosion ne va pas s'arrêter, l'immigration massive avec l'élection d'Emmanuel Macron ne va pas s'arrêter. Donc en fait, tout ce qu'il a mis au cœur du débat politique, ça va pas s'arranger. Donc effectivement, Éric Zemmour va être un avant-gardiste et non pas un réactionnaire. Jean Messia, est-ce que ça aurait pu mieux se passer? Il a quand même
tout fait pour tuer Marine Le Pen politiquement. Et les conséquences, on les connaît. Est-ce que ça aurait pu se passer différemment pour Éric Zemmour ? Je pense qu'en fait, il y a eu quand même un espèce de hold-up sur la présidentielle. On ne va pas refaire le match, mais il y a quand même eu des sondages qui ont artificiellement donné le pouvoir d'achat comme première priorité des Français en scindant... C'est le cas ? En scindant... C'est une réalité. Laissez-moi finir. En scindant la problématique migratoire de la problématique sécuritaire. Et donc, ça a fait artificiellement monter le pouvoir d'achat. En réalité, le pouvoir d'achat a permis l'achat du pouvoir. C'est-à-dire que, en fait, ça a permis de ne plus parler d'identité. D'ailleurs, chasser le naturel ou chasser le réel, en l'occurrence, il revient au galop. Juste après la présidentielle, toutes les thématiques sécuritaires, migratoires, etc., eh bien, sont revenues sur le devant de la scène et ça ne va pas s'arrêter. Donc, effectivement, l'erreur qu'a commise Éric Zemmour, c'est peut-être de ne pas avoir assez écouté un certain nombre de conseils, notamment sur le côté social, sur le côté pouvoir d'achat. Je suis désolé, l'ouvrier du Nord ou le paysan de l'arrière-pays varois, il vote plus Marine pour son programme social, Marine Le Pen pour son programme social, qu'Éric Zemmour. Et donc il aurait fallu effectivement ajuster un peu le tir et faire davantage de social.